Je n'ai qu'une question à vous poser. C'est quoi la question? C'est quoi le problème? Vécu. À chaque galère, des apprentissages. Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Je m'appelle Mathieu Dardaillon, j'ai 27 ans, je suis initiateur, cofondateur de Ticket for Change. Ticket for Change, c'est une association qui a pour but de mettre en mouvement ceux qui ont l'envie et le potentiel de changer le monde, qui savent pas comment faire. Aujourd'hui, on est 20 personnes à temps plein. L'idée de Ticket for Change, elle a émergé en 2013, et le projet, on l'a lancé en 2014, on était plusieurs cofondateurs. Je l'ai initié, il y a Joséphine Boucher, Adèle Gallet, Boris Marcel qui l'ont rejoint, et puis, grâce au soutien, en fait, d'Entrepreneur Plus, qui était partenaire fondateur de Ticket for Change. La question. Comment créer la meilleure équipe possible quand on démarre? Le vécu. Je pense que la réussite sur les premières années de Ticket for Change est fortement liée en fait à l'équipe qu'on a construite au tout début, parce que c'est les fondements en fait, c'est le socle, la base de tout ce qu'on a construit par la suite, et c'est ce qui nous a aidé à démarrer rapidement. Je pense que ce sujet est clé, vraiment essentiel en fait pour tout entrepreneur qui démarre. Quand je travaillais sur l'idée de Ticket for Change, j'avais regardé un TEDx qui donnait 2 infos hyper essentielles que j'ai toujours gardées. Les 100 plus grandes entreprises au monde jamais créées, de Carnegie, Ford à Google, Apple, etc., elles ont jamais été créées par une seule personne. Et la deuxième chose, c'est que toute entreprise, elle doit forcément faire très bien 3 choses. Concevoir et produire un produit ou un service, donc gérer un produit. 2, le vendre. Et 3, gérer l'argent dans l'entreprise ensuite. Et aucune personne est habilitée à faire très bien les 3. Donc il faut forcément trouver des alliés pour gérer ces 3 sujets. Et tout ça plus des mentors qui m'ont dit que la première chose à faire, c'était de s'entourer. Du coup, c'est pour ça que je pense que cette question est absolument essentielle. Premier apprentissage. Le premier apprentissage, c'est de partir de soi et définir ce qu'on aime bien faire et ce sur quoi on est bon. Au fond, ce que j'avais fait au tout début du projet, c'est qu'une fois qu'il était défini dans les grandes lignes, j'avais listé à peu près toutes les tâches qu'il fallait accomplir la première année. Je les avais regroupées par grands chapitres, par exemple, dans notre cas, chez Ticket for Change, la programmation du tour, la logistique, la communication, etc. Et à chaque fois, devant chaque élément, je me suis demandé si j'aimais faire ça et si j'étais bon pour ça. Et à chaque fois que j'étais ni l'un ni l'autre ou que l'un des deux, en fait, c'est qu'il fallait que je trouve quelqu'un. Donc ça m'a aidé en fait à mieux visualiser les endroits où j'avais besoin de ressources. Après, ça pouvait être des ressources dans l'équipe ou des ressources à l'extérieur, parce qu'il y a tout un écosystème qu'on peut créer pour y puiser des ressources. Deuxième apprentissage. Le deuxième apprentissage, c'est d'imaginer la personne idéale qui pourrait rejoindre l'équipe. Les conditions essentielles, c'est que on partage la même vision, donc on ait le même but. La deuxième chose, c'est que ces personnes-là, elles aient le même niveau d'engagement. Et donc qu'elles ce soient pas des personnes qui soient par exemple à mi-temps quand moi je suis à temps plein, qui prennent moins de risques quand j'en prends beaucoup. Il faut vraiment que le socle on soit tous au même niveau, soit tous prêts à faire les mêmes sacrifices et gagner la même chose derrière. Et puis au fond, évidemment, il y a le fit d'avoir envie de travailler avec ces personnes. Et donc tout ça permet de visualiser cette personne. Et donc là, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une liste de 5-6 personnes avec qui je m'imaginais que ce serait potentiellement bon. Et donc dans cette liste, effectivement, il y avait Joséphine et Adèle, qui sont devenues cofondatrices de Ticket for Change. Joséphine parce que c'était une amie de promo, qu'on avait déjà fait un projet d'association ensemble en école, qu'il y avait un très bon fit. Enfin, ça remplissait toutes les conditions, en quelque sorte. En tout cas, a priori. Et puis Adèle parce que je connaissais un peu moins, mais avec qui on avait déjà créé des événements autour de l'entrepreneuriat social et du voyage. C'était vu que 5-6 fois, mais voilà, j'avais l'intuition que pouvait remplir ces conditions aussi et qu'on aurait un bon fit, même si je la connaissais moins. Puis il y avait 4-5 autres personnes. Troisième apprentissage. Et l'étape d'après, en fait, c'est que j'ai sondé ces différentes personnes. Moi, j'étais à distance à ce moment-là, j'étais en voyage sur un autre projet, et donc à distance, c'était pas forcément facile de les contacter. Mais juste avec un mail et quelques links sur le projet, ou alors un inbox Facebook, en fait, ça permettait de sonder l'intérêt ou pas de la personne en face. Il y en a qui répondaient rien, il y en a qui répondaient c'est super, et il y en a qui répondaient c'est super et qui faisaient des feedbacks. Et ces personnes-là étaient très intéressantes, parce qu'en fait ça voulait dire qu'elles prenaient le temps en quelque sorte, que les sujets les intéressaient, et donc c'est dans cette cible en fait que j'ai continué à creuser. En fait on le sent quand il y a un intérêt de l'autre côté ou pas. On le sent dans le retour, on le sent dans les mots utilisés. Du coup, ensuite il faut entretenir ces relations, il faut leur donner des nouvelles, des bonnes nouvelles, les sujets sur lesquels t'es un peu coincé et sur lesquels elles pourraient contribuer. Progressivement amener le sujet que en fait, tu cherches des personnes pour enrichir ton équipe. Sinon, elles se visualisent pas dedans, tout simplement. Et donc, du coup, amener ce sujet-là et sonder, voilà.
Est-ce qu'elle se visualiserait dedans? Et donc il y avait des personnes qui trouvaient le sujet super et qui faisaient des feedbacks. Par contre, ils se visualisaient pas dedans. Donc au fur et à mesure, ça restreignait. Dans le mail au tout début, pour leur en parler, je leur parlais pas tout de suite d'être associé. C'était juste, je leur parlais du projet. Et je voyais leur réaction. Et au bout du deuxième, troisième message, là, je commençais à dire il y avait besoin de personnes qui avaient un certain nombre de qualités pour rejoindre le projet, et j'avais pensé à elles comme à d'autres pour le rejoindre. Donc c'était à distance. Et puis à un moment, il faut le faire en réel. Il faut, entre guillemets, se sentir en réel. Et donc là, il faut faire un verre, puis une réunion de 2 heures, puis une réunion de 6 heures, peut-être, puis une réunion aussi où tu es avec la personne en question, et puis une tierce personne qui est un potentiel partenaire. Tu vois comment vous interagissez avec quelqu'un à l'extérieur. En bref, il faut faire quasiment un prototype de ce que serait la vie d'entrepreneur avec cette personne. Le but, c'est de voir est-ce que tu te marres quand ça va bien, comment tu vis les galères avec la personne. C'est de vivre un petit peu tout en très intense. Ça, c'est essentiel. Et d'utiliser ces moments pour vraiment voir si on est vraiment en adéquation sur la vision et les valeurs. Voir si on va vraiment dans la même direction. Après, les sujets sur les compétences et tout, on peut se mettre sur tel ou tel sujet, ça vient après. Mais vraiment, est-ce qu'on a la même direction? 4e apprentissage. Et ensuite, il a fallu s'imaginer, est-ce que l'équipe, parce que moi je cherchais plusieurs personnes, potentiellement, et le sujet c'est construire une équipe, c'est pas une addition d'individus. Donc il fallait voir, est-ce que le groupe créé marcherait tout simplement. Et c'est pas inné. Et donc, entre-temps, il y avait, avec Boris, on s'était rencontrés, c'est plutôt lui qui m'avait contacté, on s'était rencontrés, et donc il y avait ces 3 personnes qu'il fallait faire se rencontrer pour voir si la mayonnaise prenait, en fait. Et donc ça, c'est toute une rencontre à organiser, préparer, etc. Et puis, il y avait d'autres personnes avec qui j'avais fait le même déroulé, et on n'est pas allé au bout. Mais c'est pas grave, parce que ça a permis de voir ce que je retrouvais pas chez les autres, et ce que j'avais besoin de retrouver chez les associés, en quelque sorte. Donc tout ce processus, en fait, c'est renifler les bonnes personnes, sachant que la particularité dans mon cas, c'est que j'avais visualisé dans mon entourage, j'avais pas publié une annonce, j'avais pas demandé à quelqu'un de me trouver quelqu'un. C'était vraiment, j'avais visualisé dans mon entourage. Mon avantage, c'est que j'étais étudiant, enfin je sortais d'études, donc j'avais beaucoup de gens qui étaient autour de moi et qui avaient potentiellement l'envie ou le temps ou la capacité de prendre ce risque. Donc ça, c'était l'avantage à ce moment-là. En fait, lorsqu'on fait un rendez-vous avec un potentiel partenaire ou un partenaire, et puis qu'il y a ces personnes que tu essaies de faire monter à bord de ton projet et que c'est pas encore officiel, l'enjeu c'est pas que ce soit officiel à ce moment-là. Faut pas griller les étapes au moment où il y a le rendez-vous. Donc c'est plutôt, moi j'ai initié ce projet, et puis il y a X, Joséphine ou Adèle par exemple, qui m'accompagne sur ce rendez-vous. Elle contribue au projet. À la limite, elle travaille sur ce sujet-là en ce moment. Tu fais passer le message que c'est entre guillemets une super bénévole qui pourrait être plus demain. Tout ce processus-là, c'est pas l'histoire de 2 semaines, hein. C'est plutôt l'histoire de 6 mois. Avec Joséphine, je pense que j'ai commencé à lui envoyer des mails vers mars-avril. En octobre, je pense, elle a pris ses décisions. Elle est arrivée en janvier d'après. Donc c'est l'histoire de 9 mois. Pour Adèle, je lui ai envoyé, je pense, le premier mail en juillet. C'est fin décembre qu'elle a dit oui, c'est en janvier qu'elle a commencé. 6-7 mois. Et si ça va plus vite, ça force peut-être les choses. Attention. Alors, je dis pas de ralentir, mais je dis de prendre le temps. C'est des fondations, là. C'est des trucs qui font que le projet peut fonctionner 5 ou 10 ans. Donc il faut bien construire les fondations. 5e apprentissage. Ensuite, j'ai fait en sorte qu'elles se sentent cofondatrices, ce qui n'était pas forcément évident. Ça veut dire, après, elles auraient pu être premières employées, arriver après. Mais ça, c'est un choix, c'est d'avoir fait en sorte qu'elles soient cofondatrices pour que ce soit aussi leur projet. Et ça, il peut y avoir une peur autour de ça, de se dire, en fait, je vais perdre ma vision, je sais pas moi, la visibilité faite à j'étais seul à lancer le truc, mais en fait, on y gagne tellement de choses à côté de ça, de l'engagement. En fait, c'est pas la même chose une relation de premier salarié à associé. C'est pas la même chose. On compte pas les heures pareilles, on compte pas les sacrifices pareils, on compte pas l'engagement. Donc voilà, moi j'ai fait ce pari-là. Je pense que c'est ce qui fait qu'on a grandi vite. Conseil Pour gagner du temps. Mon conseil pour gagner du temps, c'est à chaque fois que je suis bloqué sur un sujet un petit peu de fond ou qui demande un peu de créativité et que je suis bloqué, en fait, j'arrive pas devant un ordinateur, j'arrive pas forcément dans mes journées de travail telles quelles au bureau. Et en fait, je vais prendre les moments un peu perdus de ma journée, type le métro, tous les transports et toutes les 30-45 minutes que je perds au milieu des journées, le métro ou à pied, en fait, pour essayer de débloquer. Et en fait, comme je suis dans un contexte complètement différent, souvent ça me débloque le sujet. Donc ça me fait gagner énormément de temps. Conseil pour gagner de l'énergie. Alors pour gagner de l'énergie, j'ai mis en place un nouvel agenda
pour moi. Le matin, je fais en sorte de toujours travailler sur des sujets importants et pas forcément urgents, au calme, souvent chez moi, mais ça peut être autre part, donc avec des périodes longues de 2, 3, 4 heures. L'après-midi, je travaille plutôt sur des sujets urgents, avec des périodes plus courtes, avec des rendez-vous que je peux enchaîner de 30 minutes, 1 heure, et j'essaie d'en faire le maximum. J'essaie de restreindre la gestion de mes mails au minimum, que ce soit en fin de matinée ou en fin d'après-midi. Et j'essaie de travailler au vert le plus possible ou à distance. Alors c'est plus facile maintenant qu'on a une équipe de 20 personnes, mais en tout cas c'est comme ça que je retrouve de la créativité et que je suis le plus productif pour l'équipe au fond. L'autre question. Je me pose plein de questions, dont une question qui est sur le changement d'échelle, qui est comment est-ce qu'on fait pour démultiplier l'impact d'un projet tout en gardant la qualité. Vu, Vécu. Vaincu. Pour plus de vécu, clique vécu.org. Je voulais te dire, tu sais, on a tous nos petits problèmes. vécu. Buy ticket for change. Pour d'autres podcasts vécus et une méthode pour apprendre de ta propre expérience, rejoins-nous sur vécu.org. Et si tu aimes les podcasts vécus, n'hésite pas à nous le dire en laissant un commentaire étoilé depuis l'application où tu écoutes ces podcasts. À très vite!